Si on vous demande de nous citer la paire la plus iconique de tous les temps, beaucoup d'entre vous nous parleront de la Air Jordan 1, une sneakers qui visuellement n'a pas grand chose de plus que les autres. Elle était même une paire nettement moins travaillée d'un point de vue design que la plupart des modèles des autres marques à cette même époque. Et pourtant, elle avait un argument de taille qui en fera la paire B-Ball que tout le monde retiendra même 40 ans plus tard. C'était toute la stratégie marketing basée sur un jeune rookie de 21 ans qui deviendra quelques années plus tard un des athlètes les plus influents du monde et qui a aujourd'hui marqué l'histoire du basket à tout jamais. Mais pour beaucoup d'entre vous, la paire de sneakers la plus iconique de tous les temps n'a absolument rien à voir avec Michael Jordan et elle doit son succès littéralement à du vent. La Air Max 1, une si ce n'est la sneakers la plus importante de l'histoire de Nike, sortie vers la fin des années 80 et qui se présentait comme une proposition assez étonnante, voire carrément étrange de la marque aux souches. La Air Max 1 était une toute nouvelle chaussure de course qui avait pour argument principal d'avoir de l'air dedans et de nous le montrer. Comment et pourquoi cet argument qui paraît assez bancal et sur lequel même les marketeurs de Nike doutaient énormément au départ, a fini par littéralement retourner le monde de la sneakers à tout jamais en devenant une référence culturelle pour le monde de la course, du design, du rap, de la techno, de la culture urbaine en général, enfin bref, comment Nike a réussi la prouesse incroyable de transformer l'air en de l'or. Salut, moi c'est Ibrahim, vous êtes sur Ibra TV. Nouvelle vidéo, faut absolument qu'on vous raconte le plus gros coup de génie de Nike qui s'est suivi d'un enchaînement de succès pour la marque et qui lui permettra même d'asseoir sa suprématie dans toute l'Europe, là où le marché de la sneaker s'était pourtant tenu par des géants européens historiques. La saga Air Max, ça a pendant très longtemps été les modèles phares de Nike que tout vrai sneakerhead de l'époque attendait impatiemment depuis la fin des années 80 avec la toute première Air Max jusqu'à la fin des années 90 avec la dernière vraie Air Max. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Pour capter comment Nike a totalement retourné le sneakers game avec une simple bulle d'air, il va falloir remettre beaucoup de contexte sur cette histoire qui remonte à presque une quarantaine d'années. On est à la fin des années 70 et Nike existe maintenant depuis un peu moins de 15 ans. Aujourd'hui, 15 ans, ça peut paraître énorme pour développer une marque. T'as des marques comme Axel Arigato qui tapaient déjà des 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, seulement 6 ans après leur création. À l'époque de Nike, malheureusement, t'avais pas de Facebook Ads ou de compte TikTok pour faire percer ta marque du jour au lendemain. À l'époque, c'était beaucoup plus pénible, il y avait beaucoup plus de barrières à l'entrée, mais il y avait un énorme avantage, c'est que c'était le tout début d'un marché très florissant qui n'était pas encore tenu par un ou deux géants dans le monde entier. On avait déjà de gros morceaux comme Adidas, Converse ou même Puma qui à l'époque étaient très loin d'être à la ramasse, et dans cet aquarium de requins, on avait de plus petits poissons comme Nike qui se faufilaient pour survivre. En 1977, pour atteindre des millions de personnes et faire connaître sa marque et ses produits, la solution la plus efficiente c'était encore la télévision, et vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, Nike n'avait absolument pas le budget pour claquer des millions de dollars en spot publicitaire à la télé. À la place, ils se tourneront vers le format papier où on pouvait retrouver leur toute première campagne publicitaire qui avait très bien marché au States et qui, contrairement aux publicités classiques, le message ne se tournait pas sur le produit mais sur une idée forte autour du produit et de la marque. C'était le créneau de Nike qu'on connaît encore aujourd'hui d'ailleurs, dans cette idée de dépassement de soi et de toujours donner le maximum en nous vendant un état d'esprit Nike plutôt qu'une vulgaire paire de chaussures Nike. Cette publicité se verra être extrêmement rentable puisque de 1977 à 1979, le chiffre d'affaires de la marque aux swoosh passera de 25 millions de dollars à 149 millions de dollars. La marque qui se retrouvait la tête sous l'eau a fini par exploser et c'est à cette période-là que naîtra le génie marketing de Nike, mais aussi le début de la saga Air Max. Beaucoup pensent que la bulle d'air a été inventée par Nike et en 1986 avec la Air Max 1. En réalité, c'est en 1978 que Nike introduira pour la toute première fois la bulle d'air dans la Air Tailwind. Même si on sait que Karoo le faisait déjà 2 ans plus tôt sur la Karoo Champion et que même au 19e siècle, on avait également des chaussures avec de l'air dans la semelle, comme le prouve ce brevet de 1893 d'une chaussure pneumatique à la semelle gonflable, un peu comme un pneu. Il manque pas d'air. Cette technologie, en vrai, elle n'avait pas grand chose de révolutionnaire. Son apport dans les performances, le confort ou même les résultats d'un coureur était que très négligeable, mais Nike la présentera tout de même comme une révolution. Même s'ils ont évidemment vraiment surcoté le bail comme ils en ont l'habitude, au final, le coussin d'air c'était quand même une petite avancée pour l'époque. À partir de là, ils placeront de l'air un peu partout où ils en auront l'occasion, que ce soit sur la Air Force, la Air Pegasus ou la Air Jordan. Et pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces bulles d'air? À la base, c'était simplement des coussins en plastoc avec du SF6 à l'intérieur, de l'hexafluorure de soufre, un gaz bien bourbier digne du gaz qui sort des fiacs des zombies dans Call of, mais on vous rassure, ils se sont rendus compte quelques années plus tard que c'était pas forcément une bonne idée, et depuis 2006, Nike est passé à l'azote, à ne pas confondre avec le protoxyde d'azote. On sait jamais, hein, on n'a pas envie que le FC Schlag se mette à renifler des paires d'Air Max. Non mais ça va pas la tête! Si ce système d'amortissement a été mis en place par un certain Frank Rudy à la base, c'est un tout autre personnage qui le rendra aussi iconique. En 1981, Nike recrutera un architecte qui s'occupera surtout de concevoir le design de leur nouveau bureau ou de showroom. En tout
tout cas, c'est la tâche principale qu'on lui donnera jusqu'en 1985. Cet architecte, certains l'ont peut-être déjà reconnu, il s'agissait de Tinker Hatfield, si ce n'est le designer de sneakers le plus connu et respecté au monde. À ce moment-là de l'histoire, Tinker Hatfield a une trentaine d'années et il n'a absolument jamais officiellement designé une paire de sneakers. Et pourtant, il réussira ce nouveau challenge haut la main en créant la toute première Air Max, ou plutôt en créant ce qui changera Nike à tout jamais. Oh la dinguerie! Il présentera d'abord ce premier concept qui devait être la première Air Max, et même si ce modèle est très différent de la Air Max One qu'on connaît aujourd'hui, il y avait déjà cette idée de bulle d'air apparente inspirée du centre Pompidou à Paris, un grand bâtiment tape à l'œil, ultra coloré qui laisse transparaître son architecture intérieure dans un quartier entouré d'infrastructures très parisiennes et quasiment identiques les unes aux autres. Son idée, c'était de rendre visuel ce concept d'air à l'intérieur de la semelle, puisque selon lui, c'était un concept très important pour la marque à cette époque, mais un peu trop abstrait pour le grand public qui captait pas vraiment ce que c'était. L'idée, c'était aussi d'en faire un peu quelque chose comme le centre Pompidou, l'ovni bizarre au milieu des autres bâtiments totalement normaux, et au final, c'était en quelque sorte du design au service du marketing, un produit qui se démarquait déjà visuellement des autres. Ce design était tout à fait pertinent, mais pour Nike, qui dans les années 80 était loin d'être les leaders du marché, et aussi très loin d'être connu comme une marque créative au niveau du design, c'était hors de question de prendre autant de risques avec un design aussi innovant. Alors ils lui poseront un ultimatum, soit la bulle d'air visible dégagée, soit il retournait dans une silhouette plus similaire à ce que la marque et le marché de la chaussure de course proposaient déjà. C'est pas cool, mec. Tinker Hatfield, qui venait à peine de débarquer en tant que designer de sneakers chez Nike, pouvait pas vraiment imposer sa vision, et il fera le choix de conserver la bulle d'air et de totalement réadapter son design en quelque chose de nettement moins innovant, et sa nouvelle version deviendra la vraie Air Max One que vous connaissez tous. On vous rassure, il réussira tout de même à réutiliser son premier design, en y reprenant quelques lignes pour créer la Air Trainer un an plus tard, mais les plus vifs d'entre vous savent aussi que cette paire oubliée des années 80 réapparaîtra 20 piges plus tard sous le nom de la Air Max 0. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la Air Max One et ses débuts assez chaotiques. C'était limite Tinker Hatfield face au reste de l'équipe, que ce soit la team marketing qui se chiait dessus à l'idée de vendre une paire avec un gigatrou dans la semaine, ou la team ingénieur qui avait absolument aucune idée de comment créer cette énorme bulle d'air dans la semelle. En interne, personne ne voulait de cette Air Max One. Nike prendra quand même le pari de créer cette nouvelle chaussure de course, et après des mois et des mois de recherche et développement pour agrandir le coussin d'air et le rendre visible, la première Air Max One verra le jour en 1986 avec une bulle d'air extrêmement large, mais aussi extrêmement fragile au point qu'ils devront rééditer le modèle avec une bulle d'air beaucoup plus petite en 1987 pour éviter les crevaisons. C'était quand même un produit assez bancal au départ, mais l'idée de la bulle d'air était vraiment très forte d'un point de vue marketing. Elle permettait d'éveiller les sens du consommateur sur cette idée de bulle d'air, de confort et de légèreté, en fait, tout ce dont avait besoin une bonne chaussure de course. Quand d'autres marques essayent de présenter des technologies complexes et incompréhensibles pour la plupart des gens, la Air Max n'avait qu'à montrer sa bulle d'air et notre imagination a fait le reste. Et c'est certainement ce qui a fait son succès planétaire. Nike présentera une fois de plus la Air Max One comme une révolution, c'en était peut-être pas vraiment une d'un point de vue technologique, mais il n'y a aucun doute pour dire que la Air Max One était une révolution pour Nike. À cette période, la marque au swoosh commençait à avoir grave la cote, principalement grâce à la gamme Air Jordan. Ils avaient pour la première fois dépassé le milliard de dollars de chiffre d'affaires, et la Air Max One, qui coûtait 75 $ à l'époque, ne fera que d'accroître le revenu de manière exponentielle en devenant un des plus gros best-sellers des chaussures de course des années 80. La saga Air Max et aussi le taf chirurgical de Tinker Hatfield, qui sera plus ou moins le nouveau responsable des designs chez Air Jordan et Air Max, permettront à Nike de devenir les nouveaux leaders de la sneakers en mettant une énorme vitesse à Reebok, Adidas ou Puma. On aura par la suite plein de nouveaux designs de Air Max, plus ou moins une nouvelle paire chaque année, et même si on en a retenu que 5 ou 6, il y en a eu vraiment beaucoup. La Air Max Lite, la Air Max 93, la Air Max 94, la Air Max 2, la 96 ou même la Air Max Deluxe. C'est des paires qui ont tendance à être plutôt négligées, que les plus jeunes d'entre vous n'ont peut-être même jamais vu de leur vie, et on peut totalement le comprendre, on est sur des espèces de design hybrides très inspirés d'autres paires et beaucoup moins réussis. Ceux qui ont eu le plus d'impact après la Air Max One, c'est évidemment la Air Max 90, sortie 3 ans après la première, ou la classique BW un an après. Ça, c'est quand même les Air Max populaires qui ont le moins bien vieilli selon moi. On aura plus tard de nouveaux designers qui se chargeront de créer les nouvelles Air Max, et ils seront très bons. On pourrait carrément dire qu'ils proposeront les meilleurs designs de la gamme, avec la Air Max 95 par Sergio Lozano, la Air Max 97 par Christian Tressé, ou la Air Max 98, elle aussi créée par Sergio Lozano, mais qui trouvera plus difficilement son public, et qui se fera surtout totalement éteindre par la TN de Sean McDowell, sortie quelques mois plus tard. Toutes ces paires deviendront au fil des années des références culturelles à travers le monde. La Air Max One se hissera au rang des paires iconiques du monde de la sneakers pour les collectionneurs. La Air Max 90, 95 et même 97 deviendront les paires de prédilection de la culture urbaine anglaise, comme le sera la TN en France. Enfin bref,
Bref, les Air Max, en tout cas certaines, ont marqué leur époque à tout jamais. Et quand la gamme Air Jordan a permis à Nike d'exploser surtout aux États-Unis, la gamme Air Max leur a aussi permis d'avoir un énorme impact en Europe, et ça serait très compliqué de s'imaginer la même trajectoire pour Nike s'ils n'avaient pas eu les Air Max pour les aider à devenir les leaders incontestés de la sneakers dès les années 90. Mais on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé après les années 2000? Pourquoi on a retenu que les modèles créés avant les années 2000? Bah si t'as quelques notions d'économie, la réponse est assez évidente. On a eu le droit à une succession de crises et de récessions, passant de l'explosion de la bulle internet à la crise des subprimes, qui mettront à terre l'économie américaine et du monde entier pendant une dizaine d'années. Nike se calmera sur les nouveaux modèles et les prises de risques, on s'appuiera surtout sur les bases et leurs paires les plus iconiques. La marque nous sortira principalement de nouveaux modèles moins ambitieux et avec nettement moins de matraquage marketing. Ils rachèteront même Converse en 2003 pour diversifier leurs revenus en restant sur des classiques de la sneakers. Et c'est seulement en 2017 qu'on aura le droit à un vrai retour de la Air Max, avec la Vapor Max suivie de la Air Max 270, qui seront vraiment surmédiatisés par Nike et qui arriveront effectivement à devenir des succès commerciaux auprès des jeunes. Mais on va pas se mytho, la flamme s'est éteinte. Aujourd'hui, les nouvelles Air Max ne sont plus du tout des modèles attendus chez les sneakerheads, ni chez les coureurs qui n'attendent plus rien de cette technologie dépassée. Quand on vous a demandé sur Insta si vous calculiez encore les nouvelles sorties de la gamme Air Max, absolument plus personne n'en a rien à foutre. Quand on vous a demandé si la bulle d'air était encore pertinente aujourd'hui, c'était déjà plus mitigé, mais plus de la moitié d'entre vous la voyait totalement finito. On en arrive à un constat assez alarmant pour Nike, tout comme avec leur gamme Jordan, le public ne retient plus que les modèles rétro des Air Max, et c'est à se demander si Nike n'est pas en réalité devenu une marque zombie qui n'arrive à hyper les sneakerheads que par des modèles rétro vieux de plus de 15 piges. Je compte la caisse, je suis dans la Tesla, silencieux comme Tesla.